Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission Ecodonis, une toute nouvelle émission dans laquelle on va parler emploi, économie et bien évidemment formation, ça va sans dire. Et pour cette toute première d'Ecodonis, j'ai le grand plaisir d'accueillir David Etienne, le directeur administratif et financier du groupe Catana et directeur du site de marrant Bali Catamaran. Bonjour David Etienne. Bonjour. Autour de cette table, et on est nombreux autour de cette table pour cette toute première, Camille Magne, chargé d'affaires chez Manpower qui est notre partenaire sur cette émission. Jean Le Martinel, conseiller en formation, c'est ça, chez les Compagnons du Devoir. Bonjour. Grande maison très connue. On va faire le tour après. Arnaud Véron, responsable régional Ouest. Bonjour. De l'Institut de formation industrielle. On verra aussi qui vous êtes et en quoi consiste l'Institut de formation industrielle. Viendra nous rejoindre également Mélanie Martineau, qui est chargée de mission de développement économique et emploi à la CDC Onis Atlantique, avec elle on va parler en fin d'émission de l'actualité économique du territoire. Alors pourquoi autant de monde autour de cette table ? C'est très simple, on va voir comment toutes ces sociétés et ces organismes sont interconnectés. Si vous restez avec nous, vous saurez pourquoi tout le monde est là. David Etienne, rebonjour. Bonjour. Alors sur le port de Marans sont stationnés les catamarans Bali, on les voit, ils sont à quelques centaines de mètres d'ici. C'est la partie visible de l'iceberg de Catana Group. Sur notre territoire, ces bateaux de luxe sont fabriqués dans la zone de la Pénissière, si je ne me trompe pas, qui est pas très loin d'ici, à 2-3 km. En quelle année la société Catana a vu le jour et qui est à l'origine de cette société ? Alors, la société Catana, qui fabrique des catamarans depuis 1984, qui était basée historiquement à la base dans le Var à Cogolin, qui ensuite a déménagé à Canet-Roussillon, près de Perpignan. Donc c'est une entreprise qui est relativement légitime depuis très longtemps dans la fabrication de catamarans, qui a rejoint le groupe Poncin à l'époque en 2003. Date à laquelle on réfléchissait activement sur la fabrication de bateaux également monocoques sous Siamaran, qui sera également l'origine du site de la Pénissière, en tout cas concernant notre entreprise à la Pénissière. Et donc on travaille depuis sur le développement de notre groupe et depuis 7 ans maintenant, près de 8 ans même, nous fabriquons aussi les catamarans Bali qui sont venus compléter notre offre de produits dans le cadre de notre recentrage stratégique sur le marché des catamarans post-crise 2008 et 2010. Et donc voilà l'origine de l'aventure en fait. C'est Olivier Poncin qui a monté Catana, c'est ça ? Olivier Poncin a monté le groupe Poncin en fait quand il a vendu ses parts dans Dufour en 2001. Il a refondé un groupe familial derrière qui a fait l'acquisition de Catana et ensuite développé tout un tas d'autres projets dans le nautisme. On faisait des monocoques, on faisait des petits bateaux moteurs. Donc on était un vrai groupe généraliste comme Beneteau, à toute proportion gardée, mais dans le même profil d'activité. Et puis la crise de 2008 puis 2010 nous ont amené à prendre des décisions difficiles mais courageuses qui ont vu l'arrêt des monocoques, l'arrêt des petits bateaux moteurs et le recentrage sur le marché qui nous semblait être celui de l'avenir, celui qui était en tout cas le mieux orienté, celui sur lequel nous avions une marque légitime avec Catana. Et donc, c'est le redémarrage de nouvelle stratégie, d'un nouveau nom au groupe, puisque Poncin et Haute a laissé la place à Catana Group pour, de toute façon, clairement ancrer le fait que la stratégie était nouvelle et complètement orientée autour de la marque Catana. Et puis nous avons fait le constat que nous n'étions pas totalement dans le bon marché, parce que Catana était dans un segment de niche, donc qui offrait peu de volume, peu de visibilité. Et pour faire vivre des usines, ce n'était pas suffisant. Alors que le vrai marché semblait être ailleurs, là où était déjà le groupe Beneteau avec Lagoon, là où était fermement implanté aussi notre voisin et ami picto-charentais Fontaine Pajot. Et il nous a semblé qu'aller chercher le volume sur ce marché-là était la meilleure des idées pour redonner un essor et une visibilité au groupe. Mais il fallait-il encore un concept, parce qu'aller se frotter avec les meilleurs, c'est bien, mais faut-il apporter quelque chose ? Et c'est là que la qualité de créateur et de concepteur d'Olivier a parlé. Il a bien analysé les tendances, ce qu'attendaient les gens, pourquoi ils préféraient les catamarans plutôt que les monocoques, qui semblaient être plutôt en déclin, qui le sont toujours. Et donc, il s'est forgé une opinion sur le pourquoi du comment, ce que faisaient les autres, et qu'est-ce qu'ils ne faisaient peut-être pas encore. Et là est venu le concept Bali. C'est un coup de poker quand même, non ? Un peu dans le marché de l'époque, oui, parce que quand vous sortez d'une crise comme ça, où vous avez plutôt vu le sol que le ciel, et de très près parfois, c'est sûr que vous n'êtes pas le mieux placé pour rebondir, mais à un moment donné, il faut forcer son destin.
Et là aussi Olivier là-dessus, en tant que ça fait partie de ces entrepreneurs qu'on a beaucoup en France, qu'on met pas assez en évidence quand on parle des entreprises qu'au travers du CAC 40 et de toute l'image que ça fait. Le secteur privé en France, qui emploie le plus de personnes, c'est quand même avant tout des PME et pas des grandes entreprises. Et à la base des PME, il y a souvent des fondateurs et des gens qui sont aux manettes, qui en toutes circonstances sont capables de s'exposer, de développer, de tenter des coups de poker, parce que quand à un moment donné on a rendez-vous avec la mort, il vaut peut-être mieux essayer de se battre une dernière fois et pas exclure en plus d'être intelligent à ce moment-là. Et Olivier a toutes ces qualités-là, la capacité de courage, de résilience, ça pourrait être son deuxième prénom quasiment. Et c'est vrai qu'il a jamais eu peur de la suite. Il a continué à travailler comme il le fait, nuit, jour, week-end, et il a imaginé ce concept-là, et il y a cru vraiment. Oui, coup de poker, coup de force, je ne sais pas comment on l'appelle. Coup de folie peut-être aussi. Coup de folie, il en faut forcément pour diriger des entreprises, spécialement en France, ça c'est clair. Ce ne sont pas des gens formatés comme tout le monde, c'est une évidence. Mais derrière, un succès, je pense, mérité. Justement, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, des gros comme Fontaine ou Beneteau? Qu'est-ce qui a fait la différence pour rencontrer un certain succès? On en parlera un petit peu plus tard, et un succès certain. Qu'est-ce qui a fait cette différence-là? On a bien vu que le marché catamaran, après 2008, ce n'était pas un marché qui s'effondrait. Au contraire, c'est un marché qui tenait plutôt la route. Tout simplement parce qu'on était en train de connaître une nouvelle tendance de consommation des bateaux. Je pense que jusqu'à la crise 2008, les bateaux, ça reste quand même des biens de seconde, troisième nécessité. C'est-à-dire que ce sont des bateaux qui coûtent toujours cher, de toute façon, quel que soit le prix, c'est toujours cher. C'est comme l'automobile, ça perd de la valeur. C'est pas l'immobilier, ça en perd dans les mêmes proportions que l'automobile. On l'utilise très peu dans l'année. Je crois que c'était 15 jours, 3 semaines à tout casser. Donc c'est par excellence pas le choix raisonnable. Et ce qui explique d'ailleurs que dans des crises systémiques comme il y a eu en 2008 et 2010, quand les gens commencent à se dire « Oh là là, mon avenir », même les plus riches ont commencé à se dire à un moment donné « Oh là là, les crises financières, les banques qui vont peut-être faire faillite, même nous on est concernés par la crise », ils ont fait comme tout le monde, ils ont fait des choix, et le choix c'est que les biens de troisième nécessité comme le bateau sont passés à côté, donc on a eu un effondrement de 50% du marché quand même. Entre 2008 et 2010, il n'y a pas beaucoup de marchés au monde qui ont dévissé de 50% en si peu de temps. Le nôtre l'a fait, et pour des raisons qui se connaissent. Alors que le catamaran, lui, a finalement été plutôt bien tenu, parce que finalement, au-delà de l'aspect navigation, le catamaran offre, de par son architecture, de par son volume, il offre également la possibilité d'avoir un bon habitat sur l'eau. Alors peut-être que le consensus familial d'ailleurs était peut-être plus facile à trouver dans un catamaran, parce que ceux qui aiment naviguer pouvaient avoir éventuellement de quoi satisfaire. Ceux qui préféraient plutôt habiter un moment sympa avec des zones de vie nombreuses le trouvaient également. Donc le consensus, le côté déraisonnable était peut-être plus facilement contourné grâce à ce produit-là. Et donc on s'est rendu compte que c'était une tendance lourde qui se dessinait. Et donc Olivier a fait ce qu'il fait bien. Il a regardé ce que faisaient nos compétiteurs, qui sont des vrais bons compétiteurs, qui étaient depuis 40 ans surtout sur le marché. Mm-hmm. Et on a regardé, et puis après on s'est dit, oui, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Alors on a vu que là où les autres mettaient des trampolines, idéalement ça serait bien de mettre un pont jusqu'à l'avant, ça ferait un bon salon à l'avant, mais fallait-il encore trouver la solution architecturale, parce que le trampoline il n'a pas été mis pour faire sauter les enfants, hein. Il y a besoin de ce vide-là en théorie pour des raisons architecturales, donc il fallait trouver la solution, mais ça valait le coup de le faire parce que ça permettait d'offrir un espace de vie très intéressant. Généraliser le fly, donc c'est-à-dire que le poste de pilotage à l'étage entre guillemets, c'était important parce que ça offrait également une autre zone de vie. On voyait que les gens trouvaient sympa d'être sur un pont en fait en permanence, contrairement au monocoque. Quand vous voulez aller manger, dormir, vous rentrez à l'intérieur sans rien voir, alors que sur un catamaran l'avantage c'est même quand on est à l'intérieur on a une vision sur l'horizon, donc c'est déjà beaucoup mieux. Par contre les gens disaient c'est dommage qu'on soit obligé de choisir d'être à l'intérieur ou à l'extérieur, la séparation étant faite par une baie vitrée. On s'est dit peut-être que c'est la notion de besoin d'open space qui est en train de l'emporter. Idéalement ça serait d'avoir une baie vitrée mais escamotable pour être capable de choisir d'être totalement à l'intérieur, totalement à l'extérieur. Et puis après, des ingrédients comme l'autonomie en eau, en gasoil, parce qu'on voit que les gens rentraient dans un port en location ou même en vacances pour faire le plein d'eau ou de carburant, c'est tout de suite peut-être attendre un peu, perdre une demi-journée, une journée précieuse de vacances, alors qu'en travaillant sur des autonomies plus importantes, on offrirait plus de plaisir. Donc voilà, on a plutôt cherché le côté plus, alors que l'offre produit déjà sur le marché était quand même très 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 intéressante. Et puis on a tenté cette idée-là, et c'est vrai qu'on a fait mouche. C'est clair qu'aujourd'hui on peut pas, malgré toute l'humilité que notre histoire nous impose, je pense que les chiffres sont là. On faisait 34 millions de chiffre d'affaires en 2015 quand on a démarré l'aventure Bali. On a fait 100 millions en 2021, on fera 160 millions en 2022.
Là où le Covid a fait reculer nos concurrents de 20%, nous on a progressé de 10%. Et on a encore fait une croissance de 23% l'année dernière, tandis que les autres récupéraient à peine les 20% qu'ils avaient perdus l'année suivante. Et aujourd'hui, on est sur des carnets de commandes et des croissances. C'est-à-dire on va dégager une croissance de plus de 50%, pour ne pas dire proche de 60%, ce qui n'est certainement pas la croissance du marché. Donc ça veut bien dire que le concept est fortement demandé et peut-être le concept du moment. Voilà. C'est toujours difficile de le dire parce qu'on a l'impression de ne pas être très humble en disant ça, mais je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt non plus. Les chiffres sont là et une fois de plus, on confirmera que derrière des grands succès, il y a souvent des grands produits. Il y a des tas d'autres ingrédients, mais il faut un bon produit et je pense qu'on a su sortir le bon produit au bon moment dans le bon marché. C'est ce qu'on peut qualifier d'un succès de toute façon, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. De rien et arriver ici, c'est quand même pas mal. Vous avez d'ailleurs fêté votre 300e Bali le 17 juin dernier, en pleine chaleur, en pleine canicule, on va dire. 300e Bali Marandais, oui, effectivement, puisqu'on fabrique nos bateaux sur 3 usines. Hein. On a des images d'ailleurs qu'on peut commenter ici. Voilà, donc ça, c'était avec l'ensemble des salariés de Maran. Tout le monde était convié, quelques politiques dont un d'ailleurs qui est incontournable et qui vous a sacrément donné un bon coup de pouce, en tous les cas au début. C'est Jean-Louis Léonard, ex-maire de Châtelaillon, on le voit au milieu de l'écran, maire de Châtelaillon et ancien député de la 2e circonscription. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Jean-Louis Léonard ? Est-ce qu'il faut de toute façon se rapprocher d'un politique pour pouvoir donner un coup de boost en France et que les entreprises puissent s'installer correctement, on va dire ? Dans un monde normal, on n'a besoin que de soi, souvent, et des partenaires économiques normaux. Là, on n'était pas dans un monde normal quand il a fallu faire l'usine de Maran. Olivier sortait juste de Dufour. Et notre développement de groupe nous donnait la possibilité de mener un projet à Maran sur un site qui avait été fermé par Dufour en début des années 2000, je crois, qui était presque encore une friche. Il avait été revendu en pièces détachées avec l'entreprise notamment Bouchonneau qui avait racheté un des bâtiments, l'entreprise Puma qui était autrefois l'entreprise Ploquin qui était une menuiserie industrielle également, mais il y avait un bâtiment de 5200 m² avec une belle réserve foncière de 26 000 m², donc c'était l'idéal pour nous pour développer un projet qu'on avait en tête à base vraiment d'hyper-industrialisation. Sauf qu'aller demander à Dufour de nous vendre un bâtiment pour mieux lui faire concurrence, c'était un peu compliqué. Donc c'était déjà pas très très simple, on y est arrivé, je passerai les détails, mais on y est arrivé. Et puis après, il a fallu lancer le projet, et là, c'est vrai qu'on a eu quand même une concurrence rude, mais pas sur le terrain du marché, non pas sur le terrain loyal. On l'a eu dans le territoire des banques qui... au début, voulaient financer d'un seul coup, ne voulaient plus, bizarrement, sur certains élus qui ont eu des pressions incroyables de concurrents en disant que si ce projet voyait le jour, c'était la mort de toutes les entreprises locales et pas uniquement charentaises, hein, un petit peu plus au nord aussi. Vous faisiez peur à ce point-là ? Je pense qu'Olivier, qui a repris quand même Dufour moribond en 1988 avec 29 personnes perdues sur un site qui faisait des dizaines de milliers de mètres carrés, et qui l'a redressé en 12 ans, la remettant à sa place, c'est-à-dire quasiment 2e constructeur de monocoques au monde, avec 1 millier de personnes et 100 millions de chiffres d'affaires. Une nouvelle fois, décidément, il y a des chiffres qui reviennent souvent dans notre histoire. Forcément, quand cet homme-là reprend un projet, officiellement, tout le monde dit oui, il est toujours un peu exotique, ceci, cela, mais finalement, il manquerait plus qu'il nous la refasse, quoi. Donc effectivement, que ce projet ne naisse pas, c'était une tentation normale d'y mettre toutes les armes possibles, imaginables, c'était possible. Et dans ces moments-là, quand vous êtes attaqué sur un terrain qui n'est pas le vôtre, et notamment politique, etc., là, effectivement, vous avez besoin de soutien. On l'avait eu, et M. Léonard l'a gentiment rappelé l'autre jour, on a eu le soutien du préfet de l'époque, M. Tomasini, qui s'était vraiment exposé en disant que non, toute entreprise, toute création d'entreprise avec des emplois, parce que là, il s'agit on décalait pas des emplois, on crée des emplois. C'était ça le projet. Donc il s'est mis en avant, et Jean-Louis Léonard, qui était le député de cette circonscription à l'époque, s'est engagé pour son territoire pour que ce projet puisse voir le jour et qu'ensuite le match se situe sur le terrain et non pas dans les tribunes. Et donc c'est vrai que ça a été une aide précieuse. Et après, nous, on voulait vraiment s'en rappeler parce que aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, notre histoire nous impose une humilité importante, nous impose surtout d'avoir de la mémoire.
et ces moments sombres qu'on a vécu, dont on s'est sorti, probablement plus fort, puisque ce qui ne tue pas renforce, paraît-il, nous l'avons confirmé. On l'a fait par l'énergie de toute une équipe, d'Olivier Ponsin, mais on a eu aussi des gens qui nous ont aidés, des moments importants, et Jean-Louis Léonard en faisait partie, et sans aucune considération politique aucune, parce que vraiment, je pense qu'on est dans une époque où on jette souvent les politiques un peu partout, avec tous les mots, etc. Non, il faut quand même, là encore, c'est comme les chefs d'entreprise, il faut un peu nuancer. Il y a des gens qui sont des élus honnêtes, qui sont sincèrement engagés. Il a fait le job, quoi. Il a fait le job parce que s'il avait été un politique, comme on le dit, là pour lui, il n'aurait certainement pas été défendre l'indéfendable. Et il l'a fait. Et il l'a refait même en 2012, quand on était, là pour le coup, je vous parlais tout à l'heure du sol, on était en position gros plan sur le sol. Il l'a refait pour essayer de... on l'a évoqué lors de la manifestation de vendredi dernier, où on a eu à un moment donné un choix qui nous a été imposé par le monde financier. On veut bien sauver votre groupe, mais il faut vous tuer la branche morte qui est marrant. C'est-à-dire, vous avez 60 personnes à sacrifier pour en sauver 200. Et c'est vrai qu'Olivier n'a pas voulu ça, et parce qu'on ne peut pas se résigner à abandonner ses salariés, surtout que certains d'entre eux nous avaient suivi l'aventure du four, il manquait plus que ça qu'on les abandonne derrière, enfin c'était pas possible. Et donc Olivier et sa compagnie et son fils Aurélien ont décidé de prendre le destin seul de cette usine, en disant bon ok, on comprend qu'on ne puisse pas contaminer des entreprises saines avec une qui est pour l'instant en difficulté, mais de là l'abandonner non, donc on va la reprendre, on va en assumer seul son destin, mais on ne va pas abandonner. Et bien évidemment, quand on a fait ça, on a été un peu surpris parce qu'on avait besoin un peu d'aide à ce moment-là, mais il n'y a pas grand monde autour de nous parce que ça semblait être normal. À une époque où en plus on était en pleine crise de 2008, suivie de 2010, où il y avait beaucoup de licenciements, où on disait les grands groupes internationaux en profitent pour faire des licenciements, fermer des usines. Bah oui, mais même quand il y a des gens qui voulaient les sauver, il n'y a pas grand monde derrière. Donc c'est un peu incohérence à la française. Et on a eu des gens comme ça qui ont été à nos côtés et qui ont permis d'acheter très certainement des minutes, des heures, qui nous ont permis de faire un pont entre deux rives. Et bon, après, il fallait quelque chose d'autre derrière le pont. Hein. Mais aujourd'hui, vous êtes combien sur le site de Marans ? Alors, sur le site de Marans, on est presque 260. Sur les 1100 que compte le groupe, puisqu'on fabrique nos bateaux sur 3 usines, une à Canet-Roussillon, l'usine historique de Catana, une en Tunisie également, où on fait les petits bateaux, et Marans, donc on a 260 personnes, qui a produit 30% des bateaux réalisés par le groupe aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Donc on a une belle équipe, et vous parliez tout à l'heure du 300e Bali de l'usine de Marans, oui, c'était pour nous un événement à fêter. Alors, 300e, on aurait pu fêter le 154e, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de dire que ça faisait 2 ans qu'on avait été privés de moments de cohésion et de moments ensemble, surtout avec la crise sanitaire, et que le moindre prétexte était bon pour réunir l'équipe, en profiter pour faire un point où on en était, où on allait, mais surtout mettre l'accent sur d'où on venait et qui nous avait aidés. Donc c'est vrai que cette manifestation a trouvé sa source dans cet objectif-là, et l'invitation de Jean-Louis Léonard dans cette forme de mémoire qu'on avait, que même s'il est sorti, comme il le disait, depuis très longtemps du giron, il y a des gens qui se rappellent encore de ce qu'il a fait. Voilà. Je peux pas m'en empêcher, mais ça coûte combien un catamaran Bali là ? Demain, si je veux m'en acheter un, il faut que je débourse combien ? Si c'est un bateau, prix de base, si vous prenez un petit bateau, vous allez avoir pour 300 000, 350 000 euros, vous devriez pouvoir vous en sortir. Les bateaux marandais, on va plutôt être sur un prix moyen de 600 000 euros, et les bateaux qu'on fait à Canet-Roussillon, qui sont 48 pieds, 54 pieds, on va être entre 700 000 et 1 million d'euros. Alors qui sont vos clients ? Qui achète les catamarans Bali aujourd'hui ? Pour la moitié des loueurs, ce qui est assez logique finalement, puisque c'est le bateau rêvé pour passer de bonnes vacances, pour le faire à plusieurs, donc, parce qu'il y a quand même un nombre de couchages relativement important, donc c'est un moyen de mutualiser un outil de vacances entre plusieurs familles, entre plusieurs amis. Donc 50% de nos bateaux sont vendus à des loueurs, et puis après le reste ce sont des particuliers. Un peu comme les jets, quoi. On s'achète son jet et on le partage. C'est ça. Ça fonctionne un peu de la même façon. C'est ça. Et on a même les loueurs qui ont des systèmes de financement intelligents, puisqu'ils vont chercher des investisseurs privés qui veulent acheter un bateau, qui l'achètent, qui le confient en gestion-location pendant 5 ans en moyenne aux loueurs, ce qui ne leur empêche pas de l'utiliser pendant le nombre de semaines qu'ils veulent et où ils veulent. Mais ça leur permet de financer ça pour finalement, à la fin, au bout de 5 ans, être totalement propriétaire de leur bateau pour un coût à peu près de 50%. Donc on a des systèmes intelligents. Donc on a toujours un particulier qui n'est pas très loin l'achat d'un bateau, mais on a quand même une grosse dimension loueur. Et si je le commande aujourd'hui, j'ai combien de temps d'attente ? Ça va dépendre, mais il faudra
plutôt attendre à horizon 2024 que 2023. Oui. Donc le carnet de commandes est plein. Le carnet de commandes est plein, oui. Alors on est allé visiter vos ateliers quand même, parce qu'on voulait montrer un petit peu ce qui se passait derrière les murs de la Pénissière, et donc voilà, on a un petit peu, ça va permettre aux téléspectateurs par contre de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes victime vous aussi de la pénurie de matériaux ? Est-ce que les matières premières, ça vous manque aujourd'hui ou pas ? Oui, c'est un problème que l'on rencontre depuis une grosse année maintenant, avec des épisodes de plus ou moins de fièvre de temps en temps, mais là c'est vrai que les derniers mois sont assez pénibles. Pénible parce que de toute façon on a besoin de toutes nos pièces pour fabriquer un bateau, mais en plus on n'arrive pas à anticiper parce que c'est jamais les mêmes références, et en fait finalement on se rend compte que dans ce monde de mondialisation, les filières, les sous-filières, les sous-sous-filières sont totalement inconnues, et c'est vrai que on voit que dans une crise mondiale comme on a en ce moment, finalement on a toujours un fournisseur qui nous dit oui mais j'ai un fournisseur qui vient d'eux et en ce moment c'est pas possible. Donc on a des problèmes de moteur, on a des problèmes des fois tout simples de charnière, de taquet. Alors ça paraît des petites pièces, mais on peut pas livrer un bateau si on peut pas fermer les capots sur le pont, ça paraît petite pièce, grosse conséquence. Là, depuis quelques semaines, on a des problèmes de coffret électrique, tout simplement. Les petits boîtiers de coffret électrique en plastique, on ne les a pas. Donc c'est compliqué. Vous avez pu voir, parce que vous avez pris les vues de l'usine, que on avait une organisation de série, donc avec des postes de travail. Chaque poste devait monter des pièces bien spécifiques. Mais en ce moment, parfois, on a des bateaux qui avancent d'un poste à l'autre sans avoir totalement fini le job. On le finit en bout de chaîne, on le finit sur parc. C'est une gymnastique qui est incroyablement consommatrice d'énergie, difficile, qui est désorganisante. On a d'ailleurs d'autres images des ateliers. Voilà, là où on voit vraiment ça s'active sur la finition. Là, on peut dire qu'on est véritablement sur l'installation des cabines, du mobilier, c'est ça c'est ça, les premières tâches, tant que le bateau est à ciel ouvert, on y fait ce qui est important de faire à ciel ouvert, donc tout ce qui est plomberie, électricité, pose de moteur. Il y a un certain nombre de tâches importantes à faire avant de pouvoir ponter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que on diffère beaucoup le pontage. La semaine dernière, je crois qu'on a été quasiment rendu à ponter dehors, donc c'était c'est un peu chaud. Mais voilà, après... ça reste une crise, on en a d'autres, on n'a jamais eu dans la plaisance, c'est pas un monde parfait, donc on a l'habitude de cette imperfection, et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir, quelles que soient les usines, et en particulier à Maran, on a la chance d'avoir des usines de gens vraiment très 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 bien, très très réactifs, très agiles, toujours capables de s'adapter. On n'est pas sur des gens qui disent j'aurais dû monter ça ici, je le ferai pas dehors, quoi. On a des gens qui sont vraiment fédérés à la cause et qui s'adaptent en permanence. Comme je disais lors du discours de vendredi, ils avancent, ils s'adaptent, et toujours avec le sourire. Enfin, je pense que je pense que vous avez dû voir quand vous avez traversé l'atelier qu'on a affaire à des gens qui bossent, qui sont sont bien, quoi. Ouais, qui sont bien, et puis qui sont vraiment investis, parce que on essaie d'avoir une politique sociale où en effet c'est de faire comprendre aux gens, et surtout plus que leur faire comprendre, leur faire intégrer que ils font partie de l'aventure, ils sont acteurs, pas spectateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des postes importants, des postes pas importants. Je veux dire, que ce soit du gel-coat en passant par celui qui approvisionne, celui qui réceptionne en magasin, celui qui assemble à l'atelier, celui qui gère, tous ces métiers-là, c'est une chaîne. On peut s'amuser à en enlever une, un maillon de cette chaîne, il n'y a rien qui marche. Donc c'est important que les gens s'accaparent le projet d'entreprise parce qu'il dépend plus d'eux. À la limite, moi, si demain là, je suis pas là, il y aura peut-être des choses qui se passeront moins bien, mais il y a quand même des bateaux qui sortiront. Donc voilà. Et donc on est en train de réussir ça depuis quelques années. On essaie d'avoir cette approche avec les gens pour faire du projet d'entreprise leur projet. Et quand il y a des moments difficiles, c'est plus facile à traverser, c'est sûr. On va faire une petite pause dans notre discussion et on va passer tout de suite aux emplois, aux offres d'emploi qui est sur le territoire. Camille Magne, quoi de neuf chez Manpower ? Qu'est-ce que vous avez à proposer à ceux qui nous regardent comme offre d'emploi ? Alors, quoi de neuf chez Manpower ? Beaucoup d'opportunités, je dirais. Alors d'abord en intérim, en BTP, sur La Rochelle et Rochefort, on a aujourd'hui 6 postes d'électricien, 10 postes de menuisier poseur, 7 postes de manœuvre, 3 postes de chauffeur PL et 2 postes de couvreur à pourvoir. Nous en avons également dans le tertiaire, en intérim sur La Rochelle, sur des postes d'assistant comptable, d'assistant chargé de relations clients, d'assistant administratif et 9 postes de commerciaux sédentaires. On a également des postes sur La Rochelle et Rochefort, sur des postes de guichetier, facteur,
vendeurs et employés libre-service, alors que ce soit d'ailleurs sur La Rochelle, Rochefort ou l'île de Ré. En industrie également, 64 postes techniques dans le nautisme, stratifieur, accastilleur, électricien, plombier, finisseur, gel-coteur. 6 postes de caristes, que ce soit sur Rochefort, La Rochelle et Maran. 8 postes d'opérateurs de production, alors principalement en agroalimentaire, cosméto et dans le médical, sur La Rochelle. 4 postes de chaudronnier soudeur sur La Rochelle et Maran également. Et 9 postes de manutentionnaire sur La Rochelle et Rochefort cette fois. Donc pour toute candidature en intérim, je vous propose d'envoyer votre candidature à la-rochelle@manpower.fr. Nous, on étudie toute candidature et on essaie d'y répondre dans les plus brefs délais. Et on a également, via notre cabinet de recrutement, des offres en CDI à pourvoir, notamment dans le domaine du tertiaire, dans le secteur du tertiaire, sur un poste de technico-commercial à Saintes, de comptable à La Rochelle. En industrie également, sur un poste de responsable QHSE à Royan, de chargé d'affaires électricité marine sur La Rochelle, et dans le BTP, sur le poste de manager d'activité maintenance CVC à Rochefort, et de conducteur de travaux maison individuelle sur Royan. Étant donné que ces postes-là sont à pourvoir via le cabinet de recrutement, je vous propose cette fois de l'envoyer plutôt à notre interlocutrice du cabinet qui est caroline.colon@manpower.fr. On recrute, il faut savoir que ça reste une liste, mais nous avons régulièrement des postes à pourvoir. Donc je vous propose également d'envoyer votre candidature puisqu'on recrute sur toute qualification et sur tout métier et sur tout secteur d'activité. Donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature ou venir directement nous rencontrer à l'agence. Il y a énormément d'offres d'emploi. Oui, énormément. Sur plus tout qu'avant. Plus que l'année dernière, par exemple. Alors, plus qu'avant, je dirais que... Alors, non, mais effectivement, il y a certains secteurs d'activité qui peinent aujourd'hui à recruter. Le secteur du nautisme en fait partie. Et ce qui nous pousse d'ailleurs à nous aujourd'hui former, que ce soit former nos intérimaires, mais former des candidats qui seraient intéressés pour changer de secteur d'activité. On a également pas mal de postes à pourvoir en CDI, parce que sur des postes à responsabilité d'experts et cadres également, il faut aujourd'hui aller chasser les candidats, aller les recruter. Et c'est ce que fait très bien notre cabinet de recrutement, c'est la vraie valeur ajoutée qu'elles ont aujourd'hui. Donc voilà, donc ça peine effectivement. Là, on le connaît aussi au niveau des saisonniers sur la région. Beaucoup de structures, les restaurants, les hôtels, etc. peinent à recruter des saisonniers. Donc on essaie aussi par notre biais, en proposant, en mettant des annonces en ligne, en utilisant les job boards, en utilisant les réseaux sociaux professionnels, d'aller capter de nouveaux candidats et faire en sorte que le territoire soit vu et qu'on puisse attirer de nouveaux candidats. Alors, il y a une autre plateforme aussi qui propose des offres d'emploi. Alors, on sort un petit peu du nautisme. C'est la plateforme de la CDC Onis Atlantique. Et donc, si on pouvait m'afficher les offres d'emploi. Donc, la SDI Inox à Maran recherche un opérateur manutentionnaire et un soudeur alu, adéquat à Villedoux. Donc, on reste vraiment dans les petits villages. Technico-commercial, traitement des eaux. À la mairie de Noyer-d'Onis. Alors là, on n'est absolument pas dans le nautisme. C'est recherche un saisonnier pour le centre de loisirs à Noyer-d'Onis. On a chez Arsico, bien connu, la viande Arsico, il recherche un ouvrier agricole. Alma Consulting Group à Saint-Sauveur recherche un installateur photovoltaïque. Et alors là, je vous le conseille parce que c'est une bonne table. Le restaurant La Roselle à Maran recherche un cuisinier. Donc on va avoir certainement autre chose que ce que l'on mange à l'heure actuelle. Enfin, à Tipiac à Maran, il y a un opérateur de contrôle emballage qui manque. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller postuler. Et à Super U de Maran, un employé rayon bazar, un boulanger et un boucher. Toutes ces offres sont à retrouver sur la plateforme donc, de la CDC Onis Atlantique, emploi.onisatlantique.fr. On va poursuivre notre émission avec nos invités qui sont autour de la table. Je sais que vous êtes impatient de parler. Complètement. Mais d'abord, Camille Magne, on connaît Manpower comme une agence d'intérim, depuis des décennies même. Mais c'est pas que ça. Manpower, c'est aussi cabinet de recrutement. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors effectivement, Manpower est connu pour sa référence intérim, et notamment sur la Charente-Maritime. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui 5 agences qui sont implantées, que ce soit à Jonzac, Saintes, Royan, Rochefort et La Rochelle. Donc l'idée, c'est d'être à proximité de nos clients, mais on a également un cabinet de recrutement sur La Rochelle, donc pour les postes à pourvoir et les recrutements CDD, CDI et l'alternance, entre autres, qui est basé à La Rochelle et qui rayonne sur toute la Charente-Maritime. Et là, c'est vrai, comme on le disait, la valeur ajoutée aujourd'hui du cabinet de recrutement, c'est d'aller chasser ces candidats sur des profils pénuriques, mais sur des profils aussi à responsabilité. L'idée, c'est d'aller les capter, de leur proposer d'un CDI vers un autre CDI, et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Voilà. Je vous présentais en début d'émission
les Compagnons du Devoir. Alors, c'est une maison, on n'a même pas besoin de la présenter, quoique. Compagnons du Devoir, on a toujours cette image, cathédrale, tailleur de pierre, un bout de bois, ils en font une œuvre d'art. Jean Le Martinel, les Compagnons du Devoir, aujourd'hui, c'est ça, mais c'est plus que ça, aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, on a effectivement cette image-là qui nous colle à la peau. Ça fait partie de notre histoire, mais aujourd'hui, l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, elle a pour but de former des hommes et des femmes dans des métiers artisanaux et industriels. Aujourd'hui, on a effectivement cette colonne vertébrale qui est le Tour de France, où des jeunes voyagent en France, à l'international, pour apprendre un métier, plusieurs métiers. On a aujourd'hui 30 métiers chez les Compagnons du Devoir, plus de 30 métiers sur lesquels on forme nos jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres activités chez les Compagnons du Devoir. Avant le Tour de France, il faut déjà avoir un diplôme. Donc on forme dans nos CFA des apprentis qui sont post-collège ou post-lycée, qui vont venir prendre cette compétence-là chez nous. On forme aussi des personnes qui sont... Alors ça, c'est plus récent, mais on a des personnes qui viennent même de l'université, qui se trompent de parcours et qui se disent finalement, je souhaiterais m'orienter sur un autre métier et qui viennent nous rencontrer pour se lancer là-dessus. Et le troisième volet sur lequel on n'est vraiment pas encore assez connu, je trouve, personnellement, c'est effectivement ce volet où on va venir en appui sur les territoires. On a des implantations, on a nos centres de formation, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une ressource qui nous permet d'aller à la rencontre des entreprises, d'aller à la rencontre de nos partenaires. On travaille effectivement, là, en l'occurrence, avec Manpower et Katana sur un seul et même projet. Et donc, on vient apporter notre expertise sur des sujets de formation, c'est-à-dire comment on peut intégrer des personnes sur le territoire, comment on peut développer des compétences sur le territoire via de l'emploi, mais forcément aussi via de la formation. Alors moi, en préparant cette émission, il y avait autre chose que les métiers manuels. Vous proposez aussi aujourd'hui des formations qui sont autres que les métiers manuels. C'est ça qui est aussi étonnant chez on propose effectivement des formations. Alors si vous voulez m'emmener sur le terrain, effectivement des bureaux d'études peut-être, effectivement on forme des techniciens. On va former des personnes du CAP jusqu'à la licence professionnelle. Ça, c'est une chose sur laquelle on n'est pas forcément connu non plus. Du tout, même, je dirais. Voilà. C'est vrai que on a cette philosophie de se dire que pour apprendre il faut apprendre un métier avant d'être un très bon technicien et pouvoir aller dans un bureau d'études. Et ça donne de la légitimité. Quelqu'un qui sort d'un cursus complet chez nous, qui aura passé son CAP, puis un brevet professionnel, à la clé un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, une licence pro, et qui va demain potentiellement soit être dans un bureau d'études ou être conducteur de travaux, il a une légitimité. Il est passé sur le terrain, il connaît les étapes et il a appris son métier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on forme sur un panel de diplômes et on essaie d'emmener les personnes qui viennent chez nous au maximum de leur capacité. Voilà, ça c'est extrêmement important. Arnaud Véron, vous êtes plutôt donc IFI Peinture, donc c'est l'Institut de formation industrielle. Vous existez depuis 1990, c'est ça ? C'est ça. Quelle formation vous proposez, vous ? Donc moi, je représente le centre qui est situé à Périgny. On a un centre situé à Colomiers, Mérignac, à Pierrefitte aussi et à Vénissieux. Et la particularité en fait de notre organisme, c'est qu'on délivre des formations en matériaux composites et en peinture. Donc nous accompagnons nos stagiaires vers la compréhension et la pratique des métiers en lien avec les deux thèmes dont je vous ai parlé, matériaux composites et peinture en l'occurrence. Ces formations peuvent se finaliser par des titres professionnels et sont ouvertes aussi bien à des demandeurs d'emploi qu'à des salariés d'entreprise. Donc très rapidement, en quoi consistent les matériaux composites ? C'est le fait d'allier des fibres, qui peuvent être de la fibre de verre, des fibres végétales comme le lin ou le carbone, avec de la résine, et de rentrer là dans un processus de création. Pour vulgariser les choses, c'est comme si on rentrait dans une recette de cuisine. Je vous donne une recette avec un nom, je vous dis ce qu'il faut faire à la fin, je vous donne à disposition le matériel, les matériaux, et si vous appliquez correctement toutes les étapes de la recette, et donc si vous respectez correctement toutes les consignes, en prenant en compte le temps de développement, les bonnes pratiques à appliquer, le temps de préparation, le temps de cuisson éventuel, vous allez arriver sur une pièce qui va être utile aussi bien dans le secteur du nautisme que dans le secteur du ferroviaire, que dans le secteur de l'automobile ou de l'aéronautique. Et l'autre volet de formation, donc axé sur la peinture, la particularité, c'est qu'on peut dispenser un titre professionnel qui s'appelle peintre industriel, qui appartient à IFI en l'occurrence, petite fierté là aussi, mais qui se déroule essentiellement sur de l'application et de la pulvérisation de peinture avec un pistolet.
sur tout type de support, que ce soit des murs, que ce soit du métal, des matériaux composites aussi, et là on avait parlé très rapidement du gel coat, que ce soit aussi sur du bois, en vernissage ou en laquage. On va accompagner là encore nos stagiaires vers la compréhension de comment est-ce que je dois faire pour que ça soit protégé et joli, puisque c'est ça la finalité et l'objet de la peinture en soi. Donc on est sur la préparation de tout type de support, on est sur la préparation des peintures, on est sur ligne gestuelle. Appréhender un pistolet, ça se fait pas si facilement que ça, mais ça s'appréhende de toute façon. Et c'est le but des formations. Et sur un côté non négligeable, et c'est pour ça qu'on est estampillé industriel, sur le contrôle des épaisseurs. Puisque l'épaisseur, c'est ce qui va permettre de mettre un poids, c'est ce qui va permettre d'assurer la protection, puis ça va être un coût aussi, quoi qu'il arrive. Très bien. Effectivement, il n'y a pas de bons collaborateurs sans bonne formation, et c'est justement, on va enchaîner tout de suite avec les formations expliquées. David Etienne, est-ce qu'une entreprise comme la vôtre est obligée, ou souhaite évidemment s'appuyer sur des entreprises comme par exemple les Compagnons du Devoir, IFI Peinture ou encore Manpower pour pouvoir former ses collaborateurs? Est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui? Parce que c'est de plus en plus difficile de former en interne ses propres troupes, on va dire? Même au-delà de ça, je crois que ça va... Il y a une nouvelle donne aujourd'hui, on est obligé de se réinventer. Le monde change. Nous-mêmes, nous changeons dans notre approche des choses. Nous, depuis quelques années, bien avant le Covid. Notre devise était devenue si vous n'avez pas de savoir-faire, c'est pas grave, venez avec votre savoir-être. Parce que par expérience, on se rend compte qu'on a fait des miracles avec des gens qui avaient un bon savoir-être. Que les gens qui avaient des bons savoir-faire, si on prend un parallèle sportif, c'est un peu le débat du PSG, on peut avoir les meilleures stars à gagner. Sur un terrain glissant. Mais en tout cas, derrière ça, c'est que on peut abattre n'importe quel obstacle si on est soudé, et ça on peut le faire avec des gens à savoir-être. Les gens qui ont un bon savoir-faire mais qui ne sont pas capables de faire l'effort collectif, ils emmènent l'équipe nulle part. Et nous on a appris notre partie depuis pas mal d'années, et de ce biais-là, forcément, nécessairement, on a besoin d'autant plus de partenaires autour de nous pour s'assurer que nous choisissons les bonnes personnes, parce que nous ne sommes pas recruteurs, c'est pas notre métier, il y a des gens qui sont compétents pour le faire. Les agences d'intérim ont cette compétence-là, parce qu'il y a longtemps qu'elles ne font plus que de l'intérim. En fait, même un jour inventer le nom de votre métier, parce que vous êtes des vrais recruteurs, des capteurs de talent. Et puis les organismes de formation, les Compagnons du Devoir, qui eux-mêmes se sont inventés, on essaie ce que j'entendais tout à l'heure, sortir d'une image alors qu'ils ont vraiment évolué vers d'autres métiers, vers d'autres approches. IFI également. On a besoin de se reposer sur ces gens-là pour, une fois qu'on a trouvé ces fameux savoir-être, avoir des gens dont le métier c'est d'apporter le savoir-faire. Et oui, nécessairement, on est obligé d'avoir une approche beaucoup plus rapprochée avec ces partenaires-là. Alors Camille Magne, comment ça marche? Comment on fait pour regrouper et faire en sorte que ça fonctionne, qu'il y ait de l'huile dans le moteur, et que, en fait, entre les organismes de formation, l'entreprise, vous, comment on fait pour que ça fonctionne? Je pense que M. Etienne l'a dit, mais c'est vrai que Bali Katana Katana Group plutôt, avait des projets de croissance sur 2021, 2022 et 2023, notamment des projets de développement RH, à savoir, il me semble, 70 recrutements, par exemple, rien que l'année dernière. Cette année, on vient de faire presque 80 recrutements, qui seront suivis de 80 recrutements encore l'année prochaine. La phase d'après est pour l'instant encore hypothétique, parce que ça va dépendre justement du potentiel bassin d'emploi qu'on explorera, mais c'est vrai que dans notre plan idéal, porter la capacité de l'usine à 230 bateaux par an aurait du sens. Par contre, au-delà des 80 personnes de l'année prochaine, ça sera encore 130 personnes derrière. Donc en l'état actuel du bassin, pour l'instant, on va prendre les choses étape par étape, mais oui, effectivement, c'est bien ça. Et de ce fait, c'est vrai que Manpower a souhaité relever le challenge également, en se positionnant sur le volet formation. L'objectif étant, comme on le disait, de créer une ressource de compétences qui aujourd'hui n'existe pas ou n'existe plus, et en montant des formations sur mesure, clés en main. Comment vous faites ça? Alors, comment on fait ça? Alors, déjà, je dirais en s'appuyant... Sans vivier, pas de recrutement? C'est ça. Alors, sans vivier qualifié, mais l'idée aujourd'hui était d'aller plutôt vers du savoir-être, des personnes qui ont envie, qui sont motivées et qui se voient rester plusieurs années chez Katana, parce que l'objectif, c'était pour eux aussi de recruter ces personnes en CDI à la suite de la formation. Et comment on le fait? Je dirais déjà en s'appuyant sur le service interne Manpower, le service de formation interne Manpower, qui maîtrise à la perfection, je dirais, et là,
là, je remercie les équipes de Bordeaux et ma collègue Aurélie Laboué parce que c'est elle qui a suivi ce dossier avec moi, qui maîtrise parfaitement l'ingénierie pédagogique et financière des formations. Et avec son aide, je dirais, on a réalisé le montage logistique de la formation. Alors comment ? En réalisant un diagnostic des besoins auprès de Katana, en se rendant sur site, en rencontrant les différents interlocuteurs, que ce soit les interlocuteurs ressources humaines comme techniques, en comprenant leurs besoins et puis le contexte actuel, en sélectionnant les organismes de formation les plus adaptés à répondre aux besoins techniques du client, les organismes aussi de formation qui étaient en capacité de produire et de créer un contenu pédagogique sur mesure. Ensuite, en créant, je dirais, un montage budgétaire et, bien évidemment, notre principal rôle, c'est derrière de recruter et d'accompagner ces stagiaires tout au long de la formation. Et je dirais même après, les suivre après leur formation jusqu'à l'embauche CDI. Si cela se fait. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ces formations, elles sont ouvertes à toute personne, je dirais que ce soit des personnes sortant, des jeunes juste diplômés, comme des personnes en reconversion professionnelle. Et à savoir qu'aujourd'hui, ces formations sont rémunérées et qualifiantes. Voilà. Donc, ne pas hésiter à en savoir plus ou se rapprocher de nous si les personnes sont intéressées. Alors du côté des organismes de formation, comment ça marche ? Vous vous adaptez, vous allez voir le client final et vous lui dites on va faire ça chez vous ou en interne, comment ? Pour les compagnons du devoir, ça marche comment ? Nous, on avait déjà rencontré pas mal de fois, moi j'ai suivi plus particulièrement personnellement l'évolution jusqu'à Katana. Alors j'ai une affinité particulière avec Katana parce que en fait je suis du Roussillon moi à la base, donc je connais très bien Canet en Roussillon. Et non, je suis arrivé en 2013 et j'ai effectivement suivi toute cette longue progression du groupe. Et quand on a été sollicité par Manpower sur le projet Katana, on avait un avantage effectivement, c'était de connaître l'évolution de cette entreprise, d'avoir nous un pôle effectivement nautisme. Du coup, si on en vient sur la formation, on a un pôle de menuisier, notamment un menuisier nautique qui est très important sur La Rochelle, et on pouvait effectivement apporter notre contribution à ce projet. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'on est très sollicité chez les compagnons du devoir sur de nombreux projets et qu'on sélectionne. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir sélectionner les projets sur lesquels on veut aller. Et on s'est rencontrés du coup autour de la table avec Manpower, Monsieur Etienne, il y a eu Monsieur Poncin aussi qui était présent. Monsieur Jolin. Monsieur Jolin. Ouais. Et Monsieur Lomenec. Voilà, et on s'est vu autour de la table et on s'est compris. C'est-à-dire qu'on a eu cette compréhension ensemble du projet, de se dire ok, on est sur la même longueur d'onde pour aller chercher de la compétence, former des personnes, et où est-ce qu'on va. Et là, nous, effectivement, on entre un peu dans le match en disant on pourrait le faire de cette façon-là, on peut apporter telle compétence et telle compétence sur tel diplôme, sur tant d'heures, et on se dit après, est-ce qu'on le fait en interne, est-ce qu'on va directement former en intra, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il vaut mieux que les candidats viennent plutôt sur notre centre de formation à La Rochelle. Et en fait, on a toute une étude, alors là je vous le fais court parce que ça prend quand même un peu de temps, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais dès lors qu'on fait ce travail-là, effectivement, après on a quelque chose qui est assez lissé et on sait où on va. Donc là, on a effectivement trouvé un beau projet à faire tous ensemble. Ouais. Voilà. IFI Peinture, c'est la même chose ? Vous fonctionnez de la même façon ? On vous pose un projet et vous dites, voilà, nous on est capable de mettre en place telle ou telle ressource. Dans l'idée, sur le principe, oui. Je reconnais et je remercie encore tout le travail qui a été fait par Manpower sur l'accompagnement. Il y a eu un gros travail de coordination. On est dépositaire d'un référentiel. Titre professionnel de stratifieur en l'occurrence. Il est clairement établi. On sait ce qu'on doit aller chercher à l'intérieur. On sait comment est-ce qu'on peut le découper. On sait ce qu'on doit déployer. L'utilité ou l'intérêt premier là, c'était pas de former une personne au métier et qu'ensuite la personne aille chez Katana en l'occurrence pour découvrir le métier, mais c'était de réduire au maximum le gap, ou en tout cas la marge qu'il peut y avoir entre la formation et l'application réelle en entreprise. Ce qui n'est pas si évident que ça, parce que vous avez cité d'autres enseignes, collègues, concurrents. Même si on est sur le principe, sur une fabrication de bateaux, chaque entité va avoir des méthodes, des méthodologies et un environnement différent, et l'importance et le rôle qu'a pu jouer Manpower au démarrage, ça a été de nous permettre de prendre contact avec les acteurs justement de l'entreprise Katana pour comprendre les difficultés, les impératifs et la finalité de la formation pour qu'ensuite on puisse déployer clairement à l'intérieur du référentiel
que l'on maîtrise ce qu'on pouvait mettre en place et le calendrier du coup idéal pour permettre une bonne intégration et un suivi des stagiaires qu'on avait pu avoir en main. Alors justement, les stagiaires, ils ont envie. Oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de pertes en gros quoi? Non. Par rapport à ceux que vous recrutez. Du coup, on a déjà lancé un premier projet de formation en janvier qui se termine là en juillet. Donc là, cette fois, c'était sur un profil, sur le poste d'opérateur matériaux composites. On a démarré aujourd'hui avec 8 stagiaires. Ces stagiaires ont été accompagnés, suivis tout au long de la formation, mais d'ailleurs que ce soit par Manpower, parce qu'on a une chargée de recrutement qui est dédiée justement à ce projet tout au long et qui les accompagne tout au long de la formation, mais ça a été aussi le formateur et Arnaud de chez IFI Peinture qui les ont accompagnés. Ça a été en interne chez Katana, parce que c'est du temps aussi, les chefs d'équipe sont très présents, sont très à l'écoute des stagiaires, les responsables de production aussi, puisqu'ils sont à proximité des stagiaires et on fait des bilans intermédiaires très régulièrement avec eux. Donc c'est aussi ce qui fonctionne, en fait, je dirais, c'est l'accompagnement et l'investissement qu'il y a derrière. Et c'est ce qui a marché dans ce projet. Il y a aujourd'hui, effectivement, tout le monde a continué. Tout le monde, je l'espère, sera embauché à la fin de cette formation. C'est l'objectif. Si ça se passe bien, il n'y a aucun intérêt qu'il ne le soit pas. Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'effectivement, on relance 3 nouveaux projets en fin d'année. Donc oui, ça fonctionne quand la société a compris qu'il fallait par contre aussi investir du temps. Et c'est ce que Katana fait. Investit du temps et accompagne correctement chaque stagiaire. C'est vrai qu'on réinvestit le temps différemment, effectivement, parce que si on lance ces recrutements de nous-mêmes, comme on l'a fait encore ces derniers mois, il n'est pas rare de constater que quand on veut avoir une personne, on soit amené à en recruter 3. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 personnes qui vont circuler dans l'entreprise avant d'avoir la bonne. On l'a vu avec cette formation, effectivement. Alors, on a eu un écueil et une bonne nouvelle. L'écueil, c'est qu'il y avait 10 places, on a eu du mal à remplir. Ce qui est étonnant quand même, quand on voit comment est organisé. Quand il y a la présence encore de chômeurs en France, on a du mal à imaginer que quand on a les vannes aussi ouvertes sur des formations qualifiantes ouvertes à tous, qu'on puisse avoir on devrait avoir 30 personnes pour 10 personnes normalement. Et là, on en a eu péniblement 7 ou 8. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas été déçus sur les 7 ou 8. Donc ce qui démontre bien que il vaut mieux qu'on passe du temps avec des professionnels dont c'est le métier, en suivant un peu leurs conseils, leurs pratiques. Il vaut mieux qu'on investisse ce temps avec ce taux de certitude-là, que d'investir du temps et celui de nos collaborateurs, parce que nous, notre DRH, il va faire 3 contrats plutôt qu'1. C'est vrai que c'est du temps précieux, mais il faut se dire que quand les gens rentrent sur la chaîne, ils sont accompagnés par leurs collègues opérateurs, qui eux ne manquent pas de travail et qui font l'investissement, souvent ça on le reconnaît, font un investissement vraiment au-delà de leur propre fonction, d'accueillir les gens, et quand ils se tapent leur travail plus la formation de quelqu'un qui au bout de 15 jours part parce que finalement il a découvert que c'était pas un monde pour lui, ça fait mal, quoi. Donc c'est beaucoup d'énergie dépensée, et quand c'est 3 fois, on se retrouve non seulement avec le temps perdu, et en plus l'opérateur titulaire qui lui est démotivé. Donc quelque part, ça vous soulage en fait cet intermédiaire. Ça affecte fait par Manpower ou fait par les compagnons du devoir ou encore IFI Peinture. C'est-à-dire que ça consomme notre énergie de manière beaucoup plus structurée, avec un résultat beaucoup plus certain. Voilà. C'est super simple de louper un recrutement. Au-delà du fait de trouver le ou la bonne candidate, ça peut d'abord émaner de l'entreprise qui dit j'ai besoin de trouver quelqu'un. Alors à l'époque on disait le mouton à 5 pattes parce que j'ai besoin qu'il soit qualifié, jeune, pertinent, savoir-être, savoir faire tout. Et le temps de trouver la personne, vous avez pris du retard sur le cycle de production. Parce que la personne n'a pas été formée correctement, je m'entends pas sur les connaissances mais sur l'application qui va être faite en entreprise. Moi en tant qu'organisme, je peux vous certifier que j'ai fait mon boulot, j'ai formé tel que c'était prévu. Ah bah d'accord, mais je sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas moi je l'ai bien fait comme il faut. Et le stagiaire ou la stagiaire à l'issue se trouve complètement perdu. Et là tout le rôle d'accompagnateur et de lien que peut avoir l'agence, en l'occurrence Manpower, c'est de permettre de faire que tous ces rouages se rencontrent et de continuer. Et le travail qui peut sembler comme une perte au démarrage parce qu'on rentre pas tout de suite dans l'efficacité est essentiel pour autant si on veut réussir à avancer correctement. Et on parle de 3 acteurs, mais en l'occurrence la réussite elle est vraiment liée au travail de ces 3 acteurs ensemble. S'il y en a un qui disparaît, votre projet, votre programme quel qu'il soit, vous pouvez oublier la finalité. On parle de ressources humaines, on retient souvent humaine, mais on ne prend jamais la notion de ressources. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout comme un investissement, quand on fait un nouveau bateau, aller chercher de la ressource humaine, c'est un investissement sur l'avenir, donc ça nécessite forcément du temps. Donc on ne peut pas... Le cahier des charges qui est trouvez-moi quelqu'un de bien et très vite et pas formé, et formez-le-moi vite, on
on peut y rêver, mais ça n'existe pas beaucoup, donc nécessairement ça prend du temps. Mais ça prend du temps. D'un côté, on est bien placé à Maran pour voir que quand on a des très bons collaborateurs depuis pas mal d'années, parce que bien formés à la base, regardez où ça mène une entreprise, hein, parce que c'est aussi ça le résultat de notre succès. Ce sont des gens qui sont capables de faire des choses incroyables parce qu'ils ont été bien formés. Voilà. Donc il faut du temps. Alors c'est vrai que nous, on a cette contrainte du marché qui nous demande beaucoup. C'est vrai que cette année, notre groupe, s'il avait pu fabriquer 150 bateaux de plus, on les aurait vendus, assurément. Mais c'est comme ça, voilà, le rythme des choses, voilà, il faut trouver juste... Ça vous inquiète, ça, ce manque de main-d'œuvre, entre guillemets Oui, parce que c'est un échec pour un pays. Je veux dire, on serait en vrai plein emploi, tout le monde travaillerait, tout le monde serait heureux, on pourrait dire il n'y a plus de place pour un autre industriel, et c'est très bien. Mais c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Donc se dire qu'aujourd'hui on a des entreprises qui sont aussi performantes en France, spécialement dans notre domaine ici, le nautisme, voyez dans le catamaran quand même, vous voyez que dans le catamaran, sur les 5 premières places mondiales, vous avez la Goutte du groupe Beneteau qui est premier, Fountaine qui est deuxième, nous on n'est pas très loin derrière, le 4e c'est un Sud-Africain mais le 5e c'est Nautitech qui est à Rochefort. Je précise au passage que marque créée par Olivier Ponsin en 1994, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, quand on a la chance d'avoir des secteurs leaders et qu'on a cette demande, qu'on a ce talent qui est dans toutes les entreprises que je viens de citer, se dire qu'on est bloqué dans notre progression parce qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre alors que quelque part elle existe quelque part. Donc c'est un peu un échec. C'est un échec d'entrepreneur, c'est un échec de citoyen. C'est un peu dommage. Et quand on parle aujourd'hui de dire il faut réindustrialiser la France et intégrer, oui, ok, on peut faire des usines, il n'y a pas de problème. Mais on met de quoi dedans? Alors, moi, je pense effectivement qu'on paye aussi une politique ancienne, où on a dévalorisé ces métiers-là, à tort, mais complètement à tort. Parce que, alors, pour la petite histoire, moi je suis ébéniste de métier, donc voilà. Quand je me suis lancé dans cette voie-là, c'était tout de suite une voie d'échec. Je veux dire, alors que j'étais pas mauvais à l'école, mais c'était pas, j'avais décidé que je partirais pas par le lycée ou par l'université, et je partais sur une autre voie. Et je trouve effectivement que pendant trop d'années, on a dévalorisé ces métiers-là. Aujourd'hui, on en paye les conséquences. Alors, je trouve qu'effectivement, il y a une bonne tendance où on revient à de la formation, on revient à valoriser. Je pense aussi que le Covid a amené les gens à réfléchir aussi leur parcours de vie professionnel. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de reconversions et des personnes qui viennent chercher du coup autre chose. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on est dans une dynamique. Alors effectivement, de là à ce que demain, on ait toutes les compétences sur le territoire, et ça va demander du temps. On ne va pas rattraper tout ce retard-là. Il faut 5 ans pour former un ouvrier, on va dire, à peu près autonome, et puis bien des années pour en faire un vrai technicien. Donc ça va demander du temps, ça va demander beaucoup de temps. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la dynamique actuelle, c'est que ça a aussi rabattu les cartes sur la façon dont on a d'approcher le candidat. Les gens qui se reconvertissent aujourd'hui, ils viennent chercher autre chose. Ils viennent chercher une considération, ils viennent chercher un métier qui leur plaît. Et donc autour de ça, si on travaille autour du candidat et qu'on a effectivement ce fameux savoir-être sur lequel on peut s'appuyer, on va faire de vraies merveilles. Et je reconnais totalement, nous en tant que centre de formation, la plus-value qu'ont les agences d'intérim sur ce volet-là, puisque le recrutement, c'est un métier. Et aujourd'hui, je rejoins absolument toutes les personnes sur ce plateau sur le fait de dire que dès lors qu'on a le savoir-être, si on met des bons outils et des bons ingrédients en face pour former la personne, on arrivera avec un peu de patience à former des ouvriers. Vous avez raison, on a dévalorisé les métiers manuels dans ce pays depuis 40-45 ans. Moi, je suis issu d'une génération, effectivement, le message qu'on recevait à l'école, c'est si jamais tu te retrouves dans un bac pro ou un métier manuel, c'est que tu as loupé ta vie, quoi. Et le métier des tertiaires, c'était ce qu'il y avait de mieux. Bon, sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que moi, je vois beaucoup plus de réussite et de gens qui, par leur travail, d'abord, mais ensuite réussissent très bien dans la vie par leur talent qu'ils ont acquis, que ce soit dans un domaine composite, que ce soit dans un domaine de menuiserie ou tous les autres domaines manuels. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont du chômage longue durée avec des bons diplômes administratifs, etc. Donc on a failli là-dessus. On a la chance, nous, d'avoir un métier qui est valorisant, parce que, alors peut-être pas assez connu, parce que c'est vrai que la façon de fabriquer les bateaux avant, notamment dans le composite, était quand même pas très, très glorieuse, parce que c'était des techniques il y a une image, voilà, il y a une image qui est restée collée.
Alors qu'aujourd'hui, vous avez vu les images tout à l'heure, vous allez dans un département composite, que ce soit le nôtre, que ce soit Dufour ou Fontaine-Pajot, vous voyez de bout en bout de la technicité, de la minutie. Faire du gel coat, c'est pas un geste par hasard. Poser de la fibre de verre et des mousses, c'est pas un geste par hasard. Faire de l'infusion ou de l'injection, avec tout ce que ça comporte comme technique de contrôle de rigueur, c'est pas un savoir-faire galvaudé. Donc on n'a pas un métier qui n'est pas un vrai savoir-faire. Il n'est pas inaccessible. Parce que le savoir-être, effectivement, je pense que quand on le veut, on le peut. L'adage est bien fait là-dessus. Mais on a des bons savoir-faire. Il y a des tas d'entreprises, des tas de métiers qui ne peuvent pas vendre le fait qu'ils ont un processus intéressant. Nous, on a un produit final qui est intéressant, on a des métiers qui sont intéressants, on a des succès de gens, dans l'entreprise aujourd'hui. 80% de nos chefs d'équipe à Maran sont issus de la base. Ce sont des gens qui sont rentrés opérateurs, ouvriers, comme chacun les appelle comme ils veulent, mais qui ont été des bons opérateurs et qui, par leur curiosité, par leur envie de mieux faire, nous a fait dire un jour, tiens, on a besoin d'un chef d'équipe, et pourquoi pas lui ? Parce que entre récupérer quelqu'un de l'extérieur qui va nous dire qu'il est super manager, mais sans l'avoir vécu avec lui, ou celui qu'on connaît depuis longtemps en tant qu'opérateur et qui a montré ses qualités humaines et ses qualités professionnelles, on a plus envie, nous, à chaque fois, de faire l'ascenseur social comme ça. Et aujourd'hui, on a 80% de nos chefs d'équipe qui sont issus de la base. Alors, ce qui ouvre la voie à de nouveaux besoins de formation, notamment ça dans les prochains mois et prochaines années, c'est formation de management, parce que ça se décrète pas. On peut être le meilleur de son domaine, mais pas forcément manager. C'est un autre métier. Mais voilà. Mais on a ça. Et même sur les réussites sociales dans notre groupe, je connais des tas de gens qui sont très haut placés dans la hiérarchie du groupe et qui, à la base, n'ont pas eu un parcours scolaire forcément idéal, mais qui ont trouvé à un moment donné leur voie dans un secteur et qui ont su prendre l'échelle. Et voilà, donc parcours professionnel, on peut le démarrer, oui, à l'école, effectivement, mais on peut y arriver autrement. Il y a toujours une voie et je pense que c'est à nous, entreprises, de plus le faire savoir. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous aident bien pour ça. Mais il faut de toute façon le faire parce que sinon on aura des entreprises qui vont avoir de plus en mal à répondre aux besoins du marché, et quand on ne répond pas aux besoins du marché, il y a quelqu'un d'autre qui fait à votre place et il n'est pas forcément français. Rappelez-nous combien de postes à pourvoir là chez Bali Catamaran. Là actuellement, pour les formations, alors si on parle uniquement formation, mais il y a aujourd'hui 30 postes, je dirais, à pourvoir. Les recrutements ont quand même démarré, donc je dirais un petit peu moins, mais si vous voulez, à chaque fois, pour chaque formation, on part sur 10 stagiaires. Donc, les formations commencent en septembre. Alors, on a effectivement 2 formations qui démarrent en septembre. Une avec IFI Peinture au 12 septembre sur, pareil, les métiers d'opérateur matériaux composites. On en a une autre avec les Compagnons du Devoir sur le poste de menuisier agenceur. Pareil, on recherche 10 personnes. Ça démarre au 19 septembre. Et une autre en fin d'année sur le poste d'opérateur technique polyvalent qui va, elle, s'ouvrir fin novembre. Voilà. David, est-ce qu'il faut toujours chercher à innover pour se démarquer des autres, même dans le nautisme, aujourd'hui ? Oui. On voit que on est dans un monde qui va très très vite. L'entreprise qui peut se dire qu'elle a pris une place et pendant 40-50 ans va pouvoir l'observer de son fauteuil, c'est fini. Ça a dû exister, mais ça n'existe plus. Donc il y a une compétition, on est dans une mondialisation, donc il y a toujours des concurrents qui sont actifs, qui peuvent perdre une bataille mais qui n'ont pas envie de perdre la guerre, qui répondent. Il y a des nouveaux entrants sur les marchés aussi, la preuve. on est rentré sur un marché dans lequel on n'était pas. Donc oui, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, comment évolue le monde qui nous entoure, quelles sont les nouvelles tendances. Oui, il faut innover sans cesse. Oui. Et alors, chez Bali, quelles sont les innovations à venir ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Je ne sais pas, en off, on parlait du moteur hybride. Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie ? Le moteur à hydrogène aussi, qui est à la mode en ce moment. Est-ce que c'est adaptable sur des bateaux ou sur des catamarans comme ceux de Bali ? C'est vrai qu'on est quand même clairement dans un monde qui a heureusement décidé de s'attaquer sérieusement, peut-être pas assez rapidement, mais sérieusement en tout cas, on en parle de plus en plus à l'environnement. C'est vrai que nous, on vend des produits qui vendent tous les beautés de notre planète, la mer, les beaux paysages, les bons moments en général.
C'est vrai que quand on regarde de près, notre façon de fabriquer les bateaux n'est pas encore tout à fait au point pour ne pas polluer. Alors, c'est vrai que ça nous amène à innover dans le domaine du composite. Les techniques sont nettement meilleures que ce qu'on disait tout à l'heure. À l'époque, on projetait à la main et le styrène avalait partout et les protections individuelles n'étaient pas vraiment présentes. Oui, les conditions de travail ont sacrément changé dans les ateliers. Clairement. Les conditions de travail, les conditions de production, il y a des nouvelles méthodes qui sont mises en place maintenant pour réduire largement les contraintes qu'on pouvait avoir en tête. Voilà, mais on a des activités de fabrication qui sont polluantes. Alors, on évolue, mais il faut encore évoluer. Donc là-dessus, il faut qu'on continue à soit travailler sur des résines avec moins de styrène, mais c'est pas facile parce qu'on voit bien aujourd'hui que le styrène n'a pas été fait que pour polluer. il a une utilité bien particulière. Il y a aussi des techniques qui ont démontré leur propreté. L'injection en fait partie, enfin le RTM en particulier, moule fermé, mais ça engage des investissements colossaux, quasiment doublés pour chaque produit. Mais enfin bon, il faut peut-être pas se l'interdire, c'est peut-être une voie. En tout cas, c'était à l'origine de Marant, donc on parle quand même il y a 20 ans, c'était ça. C'était de faire des moules en RTM pour devancer les normes européennes qui dataient de 99. Donc on était peut-être un peu trop en avance parce qu'à l'époque, c'était pas encore une obligation, mais bon, en tout cas, il faut y penser. Et puis derrière, c'est vrai qu'on a une utilisation des bateaux des fois qui est polluante. C'est-à-dire que nos clients ne sont pas toujours respectueux de l'environnement, sur les eaux grises qui sont souvent déversées en mer alors qu'il ne le faut pas, sur les bouteilles plastiques qu'ils emmènent à bord pour boire et qu'on retrouve alimenter le 6e continent. Nous, on travaille actuellement là-dessus. On a mis en place déjà sur nos bateaux un système de potabilisation de l'eau, puisque l'eau qui est dans nos réservoirs, on l'a rendue potable avec un système de potabilisation qui permet aux gens de s'émanciper de la nécessité d'emmener des packs d'eau, donc de polluer la mer. On travaille actuellement, on est très, très proche d'une maturité totale sur une station d'épuration interne au bateau qui permet de retraiter les eaux grises et permettre de filtrer les eaux grises et du coup de déverser l'eau en mer en total respect de l'environnement plutôt que nos clients le fassent de manière sauvage sans filtration. Donc on travaille sur ces innovations-là. On travaille aussi sur d'avoir des bateaux plus intelligents. On récolte très peu de données de l'utilisation de nos bateaux aujourd'hui. Que font les gens avec leurs bateaux, qu'est-ce qu'ils consomment, où vont-ils, voilà. Et puis effectivement, on a des moteurs. Alors nous, on a des voiliers, mais qui tournent aussi beaucoup au moteur. Donc le moteur, c'est du combustible, c'est de la pollution. Alors oui, l'électrique, c'est un peu le mot passe-partout. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé réellement de solution satisfaisante parce que le moteur sur un bateau, il sert non seulement à avancer, mais à alimenter toute la maison, parce que c'est une vraie maison en fait que l'on a. Donc aujourd'hui, la technologie des moteurs électriques n'est pas encore, on le voit bien dans l'automobile d'ailleurs, on gare quand même un petit peu, même si... Plus l'hybride alors peut-être Plus l'hybride, ouais. Nous, en tout cas, chez nous, on pense beaucoup plus à une solution équilibrée, pas très rêveuse, mais en tout cas intermédiaire, hybride, qui en soi-même déjà apporterait une bonne réponse à la problématique. Ouais. Bon, alors bientôt des bateaux hybrides chez Bali Catamaran. On va passer tout de suite aux actualités de l'emploi parce qu'il se passe quand même pas mal de choses sur notre territoire. Merci Camille Magne. Merci, on avec se plaisir. retrouve Merci de nous avoir reçus. Pour une prochaine émission. Avec plaisir. Mélanie Martineau va prendre votre place. Mélanie, merci d'être avec nous. Donc, comme je le disais, vous représentez la CDC Onis Atlantique et puis surtout la partie emploi de cette CDC. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sous la dent de nos téléspectateurs pour les semaines et les mois à venir ? Alors, si vous souhaitez obtenir des informations sur les métiers qui recrutent, et notamment dans le nautisme, sur la formation professionnelle ou sur la création d'entreprises, je vous donne rendez-vous pour la place de l'orientation qui est organisée par l'ERIP, l'espace régional d'information de proximité. Et ça a lieu dès demain, mercredi 22 juin, de 11h à 16h à la place de Verdun à La Rochelle. C'est un événement qui est vraiment ouvert à tous. Alors, il y a l'AFPA à Rochefort qui ouvre ses portes aussi. Tout à fait. Donc l'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle et des adultes qui organise une journée porte ouverte. Au programme, des visites guidées, des rencontres avec les formateurs pour différents secteurs, le bâtiment, la compta-gestion, l'hôtellerie, la restauration, l'informatique, le commerce et bien sûr le nautisme. Il y aura également la présence de l'agence mobile spécialisée nautisme de Pôle emploi. Donc c'est rendez-vous à Rochefort le vendredi 24 juin de 9h à 15h30. Alors quelque chose qui va vous intéresser encore plus, c'est un webinaire sur l'industrie de la mer.
Exactement, si vous avez envie de comprendre la place de l'emploi féminin dans la filière des industries de la mer, 4 passionnés témoignent de leur choix pour cette filière attractive. C'est organisé par le CINAV, qui est l'ex-campus des industries navales et qui met en avant toute la palette des métiers du nautisme. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en ligne à ce webinaire filière maritime Où sont les femmes, et ça aura lieu le vendredi 24 juin à 11h30. On a aussi une session d'information, pas facile à dire, de contrat pro et formation rémunérée. Ça, c'est par Manpower, notre partenaire, c'est ça? Tout à fait, c'est Manpower qui organise donc cette session d'information, contrat pro, formation rémunérée dans le BTP, l'industrie du nautisme et la chimie. Et ça sera le 6 juillet à 17h à La Rochelle. On a un autre partenaire, c'est forcément Pôle emploi, incontournable. Pôle emploi, bien sûr, ils organisent différentes opérations de recrutement sur des postes de commerciaux, de téléacteurs, d'employés libre-service. Et dans le nautisme, bien sûr, ils organisent des ateliers de recherche d'emploi. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur votre espace personnel, mes services à la carte, ou contacter votre conseiller Pôle emploi. Alors à Courson, parce que même dans les petits villages, il se passe des choses autour de l'emploi. À l'espace Mosaïque, on a forcément les petits-déj de l'emploi. Ça, c'est vachement sympa, parce qu'on prend le petit-déj et on s'informe. Les petits-déj de l'emploi, donc c'est un échange de proximité sur l'actu emploi-formation avec le centre social, donc Espace Mosaïque à Courson. C'est tous les jeudis matins de 10h à midi. Jeudi 23, donc jeudi prochain, ça sera sur le thème de optimiser ses candidatures spontanées. Le jeudi 30 juin, ce sera un spécial petit déjeuner autour de la mobilité, où sont présentés les différents dispositifs mobilité Réseau Pouce et WeMove. On a également le centre social Les Pictons qui organise à Maran tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, mais également les jeudis de 14h à 16h, des rendez-vous emploi autour de un espace numérique ou des conseils orientation sur l'emploi et la formation. Eh ben, très bonne transition, puisque c'est la semaine de la mobilité. Donc tous à vos vélos électriques et à vos véhicules électriques, interdit le moteur, hein. C'est ça? Exactement, c'est la semaine de la mobilité. L'objectif du challenge de la mobilité, qui est organisé par l'ADEME et le club de la mobilité à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est d'encourager des alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle pour les déplacements, notamment domicile-travail, en valorisant donc le recours au vélo, comme tu l'as dit Ludovic, mais aussi au covoiturage, au transport en commun, au télétravail, à la marche à pied. Donc faites comme les agents de la CDC. Jeudi, nous allons nous déplacer autrement pour aller au travail. Il n'est pas trop tard, vous pouvez vous inscrire directement sur challengeDelamobilité.com. Et puis on peut marcher aussi. Tout à fait, on marche. Quand on a la possibilité de se rendre à son travail en marchant, c'est pas mal aussi. Merci Mélanie, merci pour toutes ces infos. Je vous en prie, toutes ces informations, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur le site emploi.onisatlantique.fr. Merci Mélanie. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur IFI Peinture, sur les compagnons du devoir, pas seulement dans les cathédrales et avec les blocs de pierre, mais des choses beaucoup plus high-tech. Merci David Etienne d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait un petit peu plus découvrir ce qu'était Bali Catamaran. Et puis voilà, je pense qu'on se retrouvera bientôt, parce que vous n'avez pas fini de croître. Hein. Juste une petite chose, vous allez vous agrandir, c'est ça? Très rapidement, un nouveau bâtiment va voir le jour sur la péninsule. Oui, qui va dans le sens aussi des 80 personnes qu'on souhaite recruter d'ici un an. Une extension de 1300 mètres carrés qui permettra de porter la capacité de production à 160 bateaux par an. Cette année, on va faire à peu près 80, l'an prochain 115, 120 bateaux. Et le double exploit de bien recruter et de bien agrandir nous permettra de porter à 160 bateaux, ce qui sera en soi-même déjà une bonne première phase d'extension, peut-être avant la suivante. J'en profite juste alors sur la connaissance ou la méconnaissance des métiers qu'on peut avoir, par principe. On a la chance d'avoir pléthore de dispositifs en France pour former les gens. Ils peuvent s'intéresser à tout ce qu'ils veulent. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est à quoi est-ce que je peux m'intéresser. Donc pour rebondir sur ce qui a été dit, on est en ouverture aussi, nous, sur notre centre, pour présenter les métiers en lien avec les matériaux composites. Donc que ce soit en prenant contact avec Manpower ou bien par votre biais, le fait de s'intéresser sur le cadre d'une demi-heure ou 3 quarts d'heure à en quoi ça consiste, est-ce que ça me plaît, est-ce que vraiment ça me correspond ou pas, on accueille les gens avec plaisir. Super, porte ouverte. Exactement, à la semaine du lundi au vendredi. Ouais, oui, c'est ça. Puis moi, je rebondirais effectivement sur ça en disant aux personnes qui nous écoutent que voilà, aujourd'hui, il y a effectivement, on l'entend, hein, beaucoup d'emplois à pourvoir dans de très beaux métiers. Ça peut être dans le nautisme, dans le composite, dans la menuiserie, dans la plomberie, la couverture. Enfin, on a vraiment énormément de métiers. Soyez curieux.
il y a de vraies perspectives d'avenir et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les personnes se tournent vers ces métiers-là et la curiosité parce que ça peut susciter des vocations. Absolument. Merci à tous. Nous, on se retrouve dans 15 jours, le 5 juillet, avec un nouvel invité, une nouvelle entreprise et puis des nouvelles découvertes. 5 juillet. À très vite.